Quand on pense au Moyen-Âge, l'image qui nous vient souvent, c'est celle d'une période un peu sombre, stagnante, n'est-ce pas? Et si, en réalité, cette époque avait connu l'un des plus longs booms économiques de toute l'histoire? Aujourd'hui, on va plonger dans les indices et les preuves d'une transformation absolument massive qui a littéralement changé le visage de l'Europe. Voilà la grande question. Cette image populaire d'une Europe complètement figée pendant 1000 ans, est-ce qu'elle tient la route? Accrochez-vous parce que les indices qu'on va examiner ensemble racontent une histoire bien différente. Une histoire de récession, c'est vrai, mais suivie d'une croissance absolument spectaculaire. Rien que ces deux images, elles résument tout le changement. D'un côté, on a un outil très simple, symbole d'une agriculture de quasi-survie, et de l'autre, un village super organisé, une vraie communauté en pleine expansion. Entre les deux, il s'est écoulé des siècles de changements radicaux, et c'est ce grand bond en avant qu'on va explorer. Bon, alors, allons-y. Avant de parler du boom, il faut comprendre le déclin qui l'a précédé. Pour saisir l'ampleur de l'essor, on doit d'abord poser le décor, inspecter ce qu'on pourrait appeler la scène de crime du Haut Moyen Âge, une période où, après la chute de Rome, l'Europe a connu une vraie régression. Alors, comment on sait tout ça? Les historiens se basent sur plusieurs indicateurs clés. La population s'effondre, les villes se vident, tout le monde retourne à la campagne, les terres cultivées diminuent, le paysage se referme, la forêt regagne du terrain partout. Et pour couronner le tout, le système fiscal, l'impôt, s'effondre en grande partie. Le tableau est assez sombre, oui, et c'est le point de départ de notre enquête. Pour que ce soit plus concret, prenons un exemple. La Flandre. Là-bas, ce n'est pas seulement une question d'hommes. Il y a aussi des oscillations naturelles du niveau de la mer, ce qu'on appelle des transgressions marines, qui viennent inonder les terres basses et les rendre impossibles à cultiver pendant des années. Ça montre bien à quel point les sociétés de l'époque étaient dépendantes des forces de la nature. Un autre cas d'étude intéressant, c'est Venise. Là, la crise est double. D'un côté, on a un manque total d'entretien des systèmes d'irrigation qui dataient de l'époque romaine, et de l'autre, l'arrivée des Lombards qui vient tout perturber politiquement et économiquement. C'est l'exemple parfait de l'interaction entre les facteurs humains et naturels. Ok, mais là, on touche au cœur du problème pour les historiens. On a très peu de documents écrits pour cette période. Sans registre, sans chronique détaillée, comment on fait pour reconstituer l'histoire? Eh bien, c'est là que notre enquête prend une tournure digne d'une série policière scientifique. Puisque les manuscrits sont silencieux, les chercheurs modernes utilisent des outils de pointe. Ce sont les experts de notre affaire. Ils font parler la glace, les arbres et même le pollen pour nous révéler les secrets de ce passé lointain. Le premier outil, c'est la glaciologie. En forant très profondément dans les glaciers, les scientifiques extraient des carottes de glace. Dans ces carottes, il y a des bulles d'air et des isotopes d'oxygène piégés. En les analysant, on obtient des archives quasi parfaites des températures et de l'atmosphère année après année. C'est incroyable. Deuxième expert, la dendrochronologie, ou l'étude des cernes des arbres. Chaque cerne, c'est un peu le journal intime de l'arbre pour une année. S'il est large, la saison a été bonne. S'il est étroit, elle a été mauvaise. En recoupant les données de milliers d'arbres, on peut reconstituer un calendrier climatique d'une précision redoutable. Et enfin, la palynologie. C'est l'étude des pollens fossiles, conservés précieusement dans les tourbières. En gros, ces pollens sont de vrais mouchards. Ils nous disent quelles plantes poussaient à quelle époque. Si on voit une forte augmentation du pollen de céréales et une chute du pollen d'arbres, eh bien c'est la signature indiscutable de l'avancée de l'agriculture au détriment de la forêt. C'est la trace directe de l'activité humaine. Alors, toutes ces analyses scientifiques, qu'est-ce qu'elles nous révèlent au final? Eh bien, elles nous mettent sur la piste de notre premier indice majeur, un suspect de taille, un changement climatique qui va servir de toile de fond à toute notre histoire. Et voilà, la preuve elle est là sous nos yeux. Ce graphique nous montre clairement une période qui va en gros du 10e à la fin du 13e siècle, où les températures étaient plus douces, plus stables. On appelle ça l'optimum climatique médiéval. Ce réchauffement, même s'il est léger, a créé des conditions juste idéales pour l'agriculture en Europe. Ce qui est encore plus frappant, c'est quand on regarde le contexte. Cette période chaude, elle est littéralement coincée entre deux ères beaucoup plus froides. Ce n'était donc pas un hasard. La nature a donné un vrai coup de pouce climatique, créant un terreau fertile sur lequel la croissance allait pouvoir s'enraciner. D'accord ? Donc, on a un climat favorable. C'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Le climat seul n'explique pas tout. Qui a appuyé sur l'accélérateur? L'enquête se tourne maintenant vers les facteurs humains. Quel a été le vrai moteur de ce décollage économique?
Et sur ce point, les historiens ne sont pas tous d'accord. On a en gros 3 suspects, 3 grandes théories. Pour Georges Duby, le moteur, c'est le système féodal lui-même. La pression des seigneurs a obligé les paysans à innover pour produire plus. Pour Henri Pirenne, la clé vient de l'extérieur. C'est la reprise du commerce international qui a tout relancé. Et enfin, pour Alain Derville, tout est parti de la base, des campagnes elles-mêmes, grâce à une agriculture plus intensive. 3 théories qui s'affrontent. Bon, laissons de côté le débat théorique un instant et regardons les résultats concrets. Parce que, quelle que soit la cause première, les effets de cette croissance, eux, sont visibles, tangibles et absolument spectaculaires dans toute l'Europe. Au cœur de cette transformation, il y a une véritable révolution agricole. On passe de l'arère, cette charrue en bois qui ne faisait que gratter la surface, à la charrue lourde, en fer, avec un versoir. Une vraie machine de guerre, capable de retourner en profondeur les terres riches et lourdes du nord de l'Europe. Et en même temps, la gestion des terres devient beaucoup plus intelligente. L'innovation majeure, c'est la rotation triennale. C'est simple. Au lieu de laisser la moitié de ces terres au repos chaque année, on n'en laisse plus qu'un tiers. Ça veut dire qu'on cultive bien plus de surface chaque année, on diversifie les récoltes, ce qui protège des famines, et on épuise moins les sols. C'est un changement absolument radical. Et l'impact, on peut le mesurer. Les textes nous disent qu'au IXe siècle, on récoltait environ 4 grains pour un seul grain semé. À la fin du XIIe, en Picardie, on monte à près de 8. Le rendement a quasiment doublé. C'est tout simplement énorme. Plus de nourriture, ça veut dire plus de gens. Et plus de gens, ça veut dire qu'il faut plus de terre. C'est le début de ce qu'on appelle le grand défrichement. Pendant 3 siècles, les Européens vont mener une sorte de conquête intérieure, rongeant les forêts, asséchant les marais, créant des villages partout pour transformer le continent. Et le résultat démographique est juste stupéfiant. En à peine 300 ans, la population européenne a plus que doublé. On passe d'environ 25-30 millions à plus de 70 millions de personnes. C'est l'une des plus grandes explosions démographiques de l'histoire, tout simplement. Alors, quel est le verdict final de notre enquête? Eh bien, il n'y a pas un seul coupable, une seule cause. En réalité, le baume médiéval est le résultat d'une puissante convergence de facteurs. Le climat a donné le coup d'envoi, la technologie a fourni les outils et les nouvelles structures sociales et commerciales ont propagé l'élan. C'est un cocktail gagnant. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Cette histoire d'un boom de 3 siècles, qui est née de l'interaction complexe entre le climat, la technologie et la société, nous tend un miroir assez fascinant. Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer pour nos propres défis de croissance et de durabilité aujourd'hui? C'est une question qui, je crois, reste plus pertinente que jamais.